La Congolaise de raffinage, CORAF en abrégé, filiale de la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC en sigle, est née à Pointe-Noire des cendres de la raffinerie nationale de pétrole, RNP. Pendant que le président Marian Ngouabi pose le 7 juillet 1972 la première pierre de construction de l'usine, le président Denis Sassou Nguesso, lui, lance le 11 décembre 1982 les travaux de l'exploitation par Hydro-Congo. Deux chefs d'État qui ont su donner de leur volonté pour la création et le fonctionnement de cette usine très précieuse au Congo. Pour sa matérialisation, un espace de 534 hectares y a été concédé. Zone mise en défense de construction pour toute fin utile aux activités de l'usine. Seulement voilà, la superficie des terres réservées à la CORAF a subi des agressions de la part des occupants sans droit ni titre. Aujourd'hui, CORAF s'insurge contre ces occupants qui non seulement sont exposés au danger, mais qui ont arrêté tout élan d'extension de l'usine à travers leur présence physique et immobilière. Pour votre gouverne, principalement, les activités de la CORAF sont orientées vers la transformation du pétrole brut en produits pétroliers finis en vue de satisfaire prioritairement le marché national. L'occupation anarchique des terres mises en défense de construction de la CORAF a été inscrite dans l'agenda de travail du préfet du département de Pointe-Noire qui a dépêché sur les lieux le secrétaire général du département, Fructueux Bruno Bounsana. Présent sur les lieux également du directeur départemental du domaine de l'État Pointe-Noire, Pierre Pongui, et du conseiller politique du maire de Mongopoukou, 5e arrondissement, Donatien Poiti. Mais, avant toute chose, un bref aperçu des normes sécuritaires nous a été fait dans la salle accueil sécurité. Regardez ce sinistre qui s'est produit dans un dépôt au Mexique. Donc ça s'est passé dans un dépôt d'hydrocarbures, donc au Mexique dans les années 2009. Ça, ce n'est qu'un dépôt. Vous voyez, vous avez un camion-citerne, comme ça se fait chez nous. Nous recevons des camions-citernes. Et vous voyez, il y a des opérateurs qui vont tranquillement à leurs occupations, à leur travail. Et tout d'un coup, vous allez constater qu'il y a voilà, ce qui peut arriver. Une explosion, là d'origine inconnue pour l'instant, voyez-vous. Voilà, vous voyez, c'est cet opérateur-là qui est en train de ramper. Et ça, c'est un autre plan du site, du même incident. Et vous voyez comment les gens sont en train de... Et vous voyez, il y a comme un débris métallique qui vient d'être projeté de l'autre côté. Donc, voyez-vous, et ça, c'est l'inflammation des bacs. Donc, il y a eu une extension du sinistre. Et vous voyez comment les opérateurs sont en train de sortir, les agents qui sont en train de sortir comme des fourmis. Et ça, ce n'est qu'un dépôt. Mais là, ici, nous avons un parc de stockage qui est un dépôt, mais en même temps, des unités de fabrication. Donc, voilà ce qui peut arriver chez nous. Voilà ce qui peut arriver. C'est un exemple comme tout autre qui peut arriver chez nous pendant que vous êtes avec nous, pendant que nous travaillons. Et c'est ce genre d'incident que nous devons éviter en passant l'information comme ça et en procédant à d'autres... Classée dans l'échelle numéro 1, au même titre que les centrales nucléaires, l'usine de la CORAF est dotée de tout équipement nécessaire pour la prévention et la sécurité. Donc vous avez d'un côté des hydrocarbures, une cuvette bétonnée où il y a la présence d'hydrocarbures. Donc il y a ces hydrocarbures, il y a de la présence du gaz et tout. Et de l'autre côté, vous avez la population. Bon, il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir une infiltration dans le sol des hydrocarbures et qui peuvent atteindre la nappe phréatique. Et voyez-vous, cette population n'a pas une adduction au niveau de connexion au niveau de l'eau municipale, au niveau de la SNDE. Donc ces populations s'alimentent en eau à partir de la nappe phréatique parce qu'elles font des puits. Et donc vous imaginez si nous avons une infiltration
dans le sol des hydrocarbures, eh bien, ces populations sont exposées. Hein, ces personnes qui s'installent là mettent en danger la vie de leur famille en se mettant juste à côté. Il faut que l'on retienne qu'à la base, la raffinerie a été construite pratiquement à 10 km du centre de la ville de Pointe-Noire. À 10 km. Et donc, quand on a conçu la raffinerie, on a mis en place, en fait, on a délimité, on a mis une zone de mise en défense de 534 hectares. 534 hectares. Cette zone de mise en défense a été divisée. Il y a la première zone qui est une zone d'exploitation, donc la limite actuelle que vous voyez, la clôture douanière, c'est la zone d'exploitation. Par la suite, vous avez une zone de 500 mètres après la zone d'exploitation, qui est une zone de sécurité. Hein, et par la suite, vous avez encore une délimitation qu'on appelle la zone d'extension. Mais aujourd'hui, la population est même dans la zone de sécurité. Aujourd'hui, la population est même dans la zone de sécurité. Comme vous voyez du biocentre là où nous sommes, et là où la population s'est établie, eh bien, elle est complètement dans la zone de sécurité. Or, la raffinerie génère des risques. C'est-à-dire des risques d'incendie, l'explosion. D'accord? Et si on a mis en place ces zones de sécurité, c'est parce que les études de danger ont montré que en cas d'éclatement, par exemple, d'une capacité, en cas d'incendie d'un bac, eh bien, la zone de sécurité permet de sécuriser les populations tout autour. Même les agents de CORAF qui sont logés, vous verrez bien que les camps partent après la zone de sécurité et va au-delà. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la population est rentrée jusque dans la zone de sécurité, bordant carrément la clôture douanière de la zone d'exploitation de la raffinerie. Juste derrière la salle de contrôle, bâtiment anti-explosion, des constructions sont érigées sans la moindre inquiétude de leurs propriétaires. François Nombo Makosso, chef opérateur. Elle est une salle anti-explosion, c'est-à-dire qu'elle est par un béton pour protéger les équipements et protéger les occupants. En cas de sinistre, les occupants doivent être protégés pour continuer les manœuvres afin de limiter l'incident. Voilà. Nous connaissons les dangers qui entourent une raffinerie. Nous manipulons des produits chimiques très dangereux. Nous avons des risques d'explosion liés aux pressions pratiquées dans les unités. Nous avons les risques d'échappement de gaz dangereux nocifs à l'environnement. Et nous sommes vraiment très désolés de regarder autour de la raffinerie des gens qui viennent construire parce qu'ils ignorent le danger que cela représente. Ben voilà, nous sommes très désolés pour cela. Et puis la proximité n'est pas bonne. Il fallait qu'il y ait une distance de sécurité pour préserver les populations d'un risque énorme. La raffinerie représente un très grand risque d'explosion parce que la raffinerie n'est pas en marge d'une explosion. Le butane peut s'échapper partout. Donc nous avons les émanations au niveau des API où nous avons les rejets. Les eaux de rejet sont chargées de gaz très nocifs. Partout, il y a des gaz nocifs. Donc on souhaiterait qu'on dégage tout le monde qui est autour de la raffinerie parce que c'est très dangereux. La descente sur le terrain nous a permis de comprendre le danger de laisser l'urbanisation se développer dans les alentours de la CORAF et même cette route dont les travaux ont été arrêtés net. Route aménagée sur les pipelines dont la hauteur permet l'accès facile à la clôture douanière. À ce niveau, des quantités énormes de sable ont été déblayées, chargées dans les véhicules, puis vendues. Voilà pourquoi les pipelines sont de nos jours visiblement à ciel ouvert. Malgré la présence de ces pipes, les terrains sont toujours vendus. Pierre Pongui, directeur départemental du domaine de l'État, monte au créneau et reprécise. La CORAF est un bien de l'État congolais, à 100%. Et ce qui dit que si c'est un bien de l'État, donc tout le monde doit le respecter et tout le monde doit le protéger. Car
Dans la Constitution, l'article 51 stipule très bien que les biens de l'État sont sacrés et les biens de l'État sont inaliénables. Les biens de l'État sont incessibles. Les biens de l'État sont imprescriptibles et les biens de l'État sont insaisissables. Donc, cette occupation n'est pas de concert avec les autorités compétentes, bien les autorités administratives de l'État. Pour preuve, c'est une zone qui a été mise en défense depuis 1971 par un décret pris en Conseil des ministres. Bon. Et l'État n'a jamais effectué des opérations de vente dans cette zone. L'État, pour effectuer des opérations de vente dans une zone, il doit d'abord la déclasser. Or, cette zone n'a jamais été déclassée par l'État congolais. Donc, ces occupations sont purement et simplement illégales. Par le biais du gouvernement, il faudrait prendre des mesures coercitives. Il faudrait qu'on montre l'exemple à ces mécréants des prédateurs terriens qui ne cessent tout le temps à mettre l'État dos au mur. Je pense que cette fois-ci, et la CORAF a des objectifs, deux objectifs, avoir l'ouverture sur le port et l'extension de son unité de production. Donc, sur les 530 hectares que l'État les avait octroyés en 1971, aujourd'hui, il ne reste que 150 et quelques hectares que nous devons tout faire pour préserver. Alors que ces 154 hectares sont aussi occupés par des prédateurs. Bon, certes, ils pouvaient être de bonne foi, ces prédateurs, mais c'est les vendeurs qui sont de mauvaise foi. Voilà pourquoi je les appelle toujours ces mécréants des propriétaires terriens. Ils doivent être corrigés, ils doivent être jetés en prison. Et je pense que la prochaine étape, ça ne sera que purement et simplement l'expulsion, sans indemnisation aucune, parce qu'ils ont été avertis. Ils ont été avertis depuis tout le temps. Et si vous remarquez, à 90%, il n'y a que des cabanes. Donc ils sont conscients de ce que cette zone ne leur appartient pas. Le directeur des ressources humaines CORAF, très préoccupé par la gravité de cette situation, s'explique. Il faut reconnaître que c'est depuis, je pense, une dizaine de jours que nous avons constaté qu'aux abords de la raffinerie, il y a une voie urbaine qui s'installait, qui se construisait. La première réaction chez nous, ça avait été d'alerter le préfet du département qui, tout de suite, a commis le directeur du domaine de l'État pour venir s'enquérir. Donc, ensemble, avec les forces de police, nous sommes transportés sur le site et nous avons fait des constats. Et là, vraiment, ça a été une grande surprise pour nous. Des grands engins qui sont passés quasiment à côté de la raffinerie et en menant une grande voie urbaine avec des populations qui construisaient en même temps. Donc, depuis ce moment, bien entendu, nous avons fait... le procureur lui-même est descendu, le procureur général est descendu. Et avec un huissier, nous avons fait des constats. Donc, à ce jour, il y a eu un arrêt des travaux qui a été notifié à l'entrepreneur. Et donc, nous sommes en train de faire des réquisitions pour que les formes soient respectées, de sorte que nous puissions obtenir de l'État et de la justice la fin définitive de ces travaux et des mesures de récupération de cet espace qui est effectivement est de plus en plus soumis à la pression démographique. Et ceci, bien entendu, au détriment de tout ce que vous avez pu voir depuis ce matin, au détriment des intérêts vitaux du pays. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut aussi reconnaître que depuis au moins 5 ans, plusieurs opérations de ce genre pour signaler les pancartes avec le domaine maritime ont été installées. Il faut aussi croire que les gens ne font pas toujours attention, même si c'est écrit. Ils construisent d'ailleurs à côté. Et c'est vraiment pénible parce qu'il y a un réel danger de faire vivre des gens à côté de ces installations. C'est un devoir. C'est un devoir que quand vous êtes aux responsabilités quelque part et vous voyez que les efforts du gouvernement, du pays pour doter la nation d'un instrument majeur pour son autonomie, son indépendance, et que ceci devant vous est spolié, vous ne pouvez pas rester inerte. Il faut dire que c'est quand même depuis 1971 que déjà, à l'époque de la République populaire du Congo,
que le président Marien Gouabi avait mis les bases pour qu'il y ait une raffinerie dans cette zone. À l'époque, en 1971, la zone était un village. Loin de tout, Pointe-Noire s'arrêtait en Vouvou. Louangili, c'était un district. C'est même pas il y a longtemps. Donc, petit à petit, puisque nous avons viabilisé la zone, nous avons fait venir nos travailleurs, on a construit des camps, ben, ça a donné de l'attrait à la zone. Des gens sont venus occuper. Donc, la raffinerie, en réalité, ça sert à quoi? Ben, vous êtes un pays producteur du pétrole. Vous savez que le pétrole brut ne peut pas faire fonctionner des machines. Donc, si vous avez des engins, tout ça là, il faut le raffiner. Avant cette date, nous étions obligés de vendre le brut à l'étranger. Ça partait à l'Europe, ça allait jusqu'en Europe. Et là-bas, il y avait des installations qui transformaient et nous revendaient des produits. Vous voyez, on vendait le brut à un prix donné et on rachetait les produits pétroliers à un prix bien plus cher. Et ceci était un facteur de déséquilibre. Un autre problème, c'est un problème d'approvisionnement tout simplement, parce que nous ne sommes pas forcément prioritaires quand nous achetons chez les autres. Donc c'était mettre le pays en difficulté que, bien que producteur, le laisser sans raffinerie. Donc depuis 1971, nous avons eu beaucoup de péripéties. C'est en 1982 que sous le président Denis Sassou Nguesso, que la raffinerie a eu son premier démarrage. Et de 1982, il faut voir qu'en 1980 jusqu'en 1997, pendant la période de crise au Congo, nous avons expérimenté toutes sortes d'errements où la raffinerie souvent a été mise à mal. Et ce n'est qu'après donc la guerre, 2 ans durant, et que encore lui, le président de la République, a pris l'engagement face aux raffineurs, puisqu'ils ont préservé leur outil de travail, de donner des moyens nécessaires pour le redémarrage de la raffinerie. C'est pourquoi? Pour les mêmes raisons. Parce qu'en 1971, le Congo c'était 1 million d'habitants. On pouvait encore se permettre d'importer un peu. Mais là, nous sommes 4,5 millions. Et je vous signale déjà qu'en 1982, c'était déjà le plan quinquennal. Donc il y avait déjà une ambition de désenclaver le pays. Bien sûr, il y a eu des arrêts. Donc là, en 2000 jusqu'à maintenant, nous avons eu des projets, notamment de désenclaver l'arrière-pays par la construction d'une route entre Pointe-Noire et Brazzaville. Donc l'érection de cette route, la construction, l'achèvement de cette route, aujourd'hui, montre bien, de part et d'autre, des 2 capitales, des immatriculations montrent bien que les échanges sont là. Et nous pouvons maintenant approvisionner l'arrière-pays directement par véhicule. Parlons de l'extension que vise CORAF comme perspective. Nous avons à cet effet abordé le directeur de l'usine. La mission essentielle de la CORAF, c'est la transformation du pétrole brut local en des produits finis pour les besoins du marché national. Lorsque nous parlons de produits finis, il s'agit des produits finis pétroliers classiques comme le butane, l'essence, le jet, le gasoil et le fioul. Alors, une unité de production comporte évidemment des installations qui travaillent à des pressions, quelquefois des températures élevées. Il y a donc pour notre métier des risques. Et pour bien déterminer ces risques, on fait ce qu'on appelle les études de danger qui montrent que s'il y a un incident d'un certain type, voici l'impact que ça peut avoir, donc en termes de distance par rapport à l'endroit même où l'incident a eu lieu. Alors, quand on voit ces études de danger, on dit qu'il faut définir autour de la raffinerie ce qu'on appelle une zone de défense. Une zone qui ne doit pas être habitée de façon continue. C'est pour cela qu'à la création de la raffinerie, pour donc rappeler juste l'historique, on a concédé à la CORAF un espace de près de 530 hectares. Malheureusement, sur ces 530 hectares, nous n'avons pu clôturer qu'environ 35 hectares, physiquement clôturés. Et avec la pression démographique, les hommes ont commencé à se rapprocher de cette clôture de la CORAF. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est le développement de notre raffinerie. On a bâti depuis 2012 un plan stratégique
Et une première phase de ce plan stratégique a été élaborée et réalisée. Cela ne demandait pas beaucoup d'espace. Donc nous avons pu réaliser ces nouvelles installations sur le site qui est déjà clôturé. Eh bien, dans ce même plan de développement, pour les années à venir, nous avons prévu une extension assez importante de la raffinerie. L'objectif, si je peux rappeler les objectifs principaux de cette nouvelle phase d'extension, c'est de transformer ce que nous appelons le fuel en produit blanc. Et ce sont ces produits blancs qui sont utiles pour la population. Deuxième objectif majeur, c'est de satisfaire les besoins du pays à l'horizon 2025. Voyez-vous? Donc, les études sont en cours. D'ailleurs, vous avez pu voir que certaines ingénieries sont aujourd'hui représentées ici au niveau de la CORAF pour justement faire le point sur l'avancement des différentes études. Et notre objectif, c'est que ces unités nouvelles puissent être construites à partir de 2020. Pour cela, on a besoin d'espace. On a besoin de récupérer le maximum du domaine qui nous a été concédé depuis donc les années 70. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous faisons appel à toutes les autorités administratives et politiques de la ville de façon à ce que les populations riveraines qui sont en train de s'installer ne puissent pas y demeurer pour ne pas qu'il y ait des réalisations dans la zone qui est donc dédiée à l'extension de la raffinerie. La charte de la Congolaise de raffinage repose essentiellement sur le triptyque sécurité, qualité et environnement.